Donc, écoutez, merci à tous d'être présents. Donc, l'objet de la présentation aujourd'hui, c'est comment optimiser votre projet solaire grâce à l'autoconsommation multi-compteur et la vente locale. Et donc, la présentation, elle va être constituée de cinq temps. D'abord, on va reprendre un peu les contextes en jeu sur l'énergie et sur les contraintes des producteurs et des consommateurs. On parlera de boîtes en un slide pour savoir le rôle qu'on a, nous, sur ces projets-là. Et après, derrière, on va aborder de manière assez pédagogique les différents modes de valorisation. On connaît bien aujourd'hui la vente totale et l'autoconsommation individuelle, donc on va essayer d'élargir notre champ de vision à ce qui est faisable. Pour finir sur un cas d'étude, donc deux si on a un peu de temps, mais on n'a que 30 minutes, avant d'aborder les questions-réponses. Donc si on prend contexte et enjeu, et qu'on aborde déjà le contexte pour les producteurs d'énergie, donc celui qui va détenir la centrale solaire. Bon, déjà, vous l'aurez tous remarqué, on a des coûts en baisse, on a une dette bancaire qui est facilement accessible et on a une maturité des produits et de la profession qui fait qu'on a de plus en plus de projets avec des très bonnes rentabilités et donc qui permettent de développer des projets sur toute surface, que ce soit du petit, du résidentiel, de la grande toiture, du sol. On a des projets qui se développent très bien aujourd'hui. Donc ça, c'est un premier aspect d'opportunité que tout le monde connaît, qui est la base des projets solaires. Derrière, on a un deuxième aspect qui est plus réglementaire avec les obligations de solarisation. Donc, on a remis le slide de photovoltaique.info, qui est un slide qui est très intéressant, qui reprend vraiment toutes les échéances en un seul visuel, de cette obligation de solarisation qui conduit à deux nouveaux types de projets quand même qui se développent pas mal ces temps-ci. Le premier, c'est la centrale de 100 kW sur des bâtiments plutôt à usage de bureaux, du tertiaire, etc. Et donc, où on a un gros besoin de développement, mais qui se développe encore de manière un peu lente, on va dire, ce segment-là. Et on a un deuxième type de projet qui est plutôt l'ombrière sur des grands parkings avec des projets qui font souvent plus de 500 kW. Donc des grands champs solaires sur des grands parkings. Et donc c'est un deuxième sujet qui est fort intéressant en termes de développement du solaire actuellement. Même si sur ce deuxième axe, il est un peu ralenti par des difficultés techniques et financières, mais on a un gros potentiel sur cet axe-là. On a un troisième aspect qui est important, et donc c'est rigolo, on est au 30 juillet, donc tout le monde connaît un peu ce sujet parce que ça change au 1er août, mais on a un prix d'achat de l'énergie, en tout cas pour l'achat de l'électricité solaire qui est en baisse depuis des années. Il faut se rappeler que ce prix-là, il est calculé sur le coût de production. Il n'est pas corrélé au prix de l'énergie des consommateurs, et donc en fait, au plus notre coût de production baisse sur les centrales, au plus ce tarif-là il baisse, même si la valeur générée pour les consommateurs, elle peut être plus importante qu'avant. Et donc, on a notamment deux tarifs qui sont aussi bien connus sur cet axe-là, plutôt sur des grandes centrales, des grandes toitures. Le tarif 100-500 qui est désormais à 10,88, qui est indexé sur un trimestre tarifaire, mais voilà, on va prendre 10,88 comme tarif. Il faut savoir qu'il était à 13,12 il y a 2 ans. Et il est surtout limité à 1100 heures, c'est-à-dire qu'au-delà de 1100 heures de productibles par an, on a une rémunération qui est qu'à 4 centimes, et donc qui apporte des effets d'opportunité intéressants. Et on a un deuxième tarif qui est intéressant, c'est la vente de surplus, notamment, alors je n'ai pas précisé ici, mais sur le segment jusqu'à 100 kW, qui est un gros segment du tertiaire, qui est désormais à 7,65 centimes d'euros du kilowattheure, donc on a un surplus qui est quand même faiblement valorisé, et dont il est intéressant d'essayer d'améliorer la valorisation. Au-delà de ce contexte, on a un contexte plutôt côté consommateur. Donc voilà, on n'est pas producteur, on est sur les consommateurs. Et donc là, on a un objectif quand même qui est baisser la facture d'énergie. Donc c'est juste réduire le coût. Avec la crise énergétique, on a vu à combien ça pouvait monter. 2, on a un objectif qui est très fort actuellement, qui est de maîtriser les prix sur du long terme. Donc ça, c'est vraiment une demande qu'on retrouve nous très souvent. C'est vraiment un objectif long terme capable de maîtriser, quoi. C'est pas est-ce qu'on va faire des économies, mais c'est déjà être sûr que sur le long terme, on a un prix maîtrisé de l'énergie. On a des objectifs RSE, donc notamment d'obligation d'une part d'énergie renouvelable, les obligations de solarisation comme on a évoqué. Mais derrière ce contexte-là, pour les consommateurs, on a quand même deux choses importantes qu'on s'aperçoit de plus en plus. C'est un prix très variable de la fourniture. Donc on parle beaucoup de prix négatifs sur les marchés de l'électricité actuellement. Il y a quelque chose qui se ressent désormais sur le client final, sur l'énergie au détail. C'est qu'on a un prix de la fourniture qui peut être, selon les contrats, nous on voit passer des contrats à 300 € du mégawattheure, on en voit passer d'autres à 50 € du mégawattheure. Et ce qu'on observe aujourd'hui de plus en plus, c'est quand même une très forte variabilité.
On a des périodes où on a de l'électricité vraiment pas chère, des périodes où elle peut être très chère. Et donc, bah, c'est comment le consommateur il arrive à développer ses projets en prenant en compte cette contrainte-là. Et on a un deuxième paramètre, donc là on parle de fourniture, on parle donc de coût de production, et on a un deuxième paramètre pour les consommateurs, c'est l'acheminement, donc en gros le prix du réseau. Et donc là, au 1er août par exemple, on a une généralisation de ce qu'on appelle du 4 cadran, c'est-à-dire que désormais, même les petits tarifs de moins de 36 kW, on pourra avoir 4 prix différents, donc heure pleine, heure creuse, été, hiver, pour l'acheminement d'électricité. Et donc la bonne nouvelle sur cet axe-là, c'est que désormais, pour acheminer de l'électricité, notamment sur une période estivale, ça va vraiment coûter pas cher. Aujourd'hui, pour vous donner sur un 36 kW classique, on avait un prix d'acheminement qui était avec un prix moyen à 4,37 centimes, qui était fixe sur l'année. Désormais, on pourra avoir des périodes en été où on livre à 1 centime et des périodes en hiver où le coût d'acheminement est à 6 centimes. Donc, grosse variabilité à la fois sur le prix de fourniture et sur le prix d'acheminement. Et donc ça, c'est un contexte qu'il faut prendre en compte sur les consommateurs. Et on le verra tout à l'heure sur des problématiques d'autoconsommation. Donc tout ce contexte-là, il emmène en fait une généralisation de 2 cas d'études vraiment clichés. Le premier, c'est l'autoconsommation pour le segment résidentiel principalement. Donc quasiment aujourd'hui, l'intégralité sur le segment résidentiel est en autoconsommation, alors avec ou sans vente de surplus, beaucoup avec vente de surplus. Et le deuxième axe, c'est pour les grandes toitures, on a aussi un très grand axe sur de la vente totale. Une grosse majorité des gens qui sont en vente totale sur ces projets-là. Et donc la question, c'est comment on sort de ça. Voilà, comment on sort de ça. Donc là, on va évoquer les différents modes de valorisation. Donc il existe de nombreux de modes de valorisation et souvent on fixe que sur 2. Et là, on va pas mal évoquer des modes de valorisation qui sont basés sur du sous-comptage, des technologies de sous-comptage que nous propose Enedis. Donc on va y venir à travers ces exemples. Donc prenons un exemple ici où on a 4 consommateurs, on a nos C1, C2, C3, C4, qui sont raccordés avec 4 compteurs en sous-tirage. Typiquement, le premier choix qu'on pourrait faire, si on veut équiper C1, c'est de faire un montage en autoconsommation individuelle, où le producteur est raccordé directement sur le tableau du consommateur en autoconsommation donc classique. L'inconvénient de ce mode-là, c'est que le producteur et le consommateur doivent être la même personne physique ou morale. Ça, c'est un point important qu'on oublie souvent, on passe un peu, mais dès qu'on veut investir de manière indépendante du consommateur, on a des problèmes sur ce mode de valorisation. Ça, c'est la première limitation de ce système. La deuxième limitation, c'est qu'on est limité à un seul compteur. Bon, ça, c'est classique. Le troisième aspect, c'est que on a un flux physique. C'est-à-dire que l'électricité, elle est physiquement autoconsommée sur le site. Donc, ça veut dire que si demain, vous voulez arrêter d'autoconsommer parce que, par exemple, C1 a déménagé, vous ne pouvez pas arrêter d'autoconsommer. Il faut prévoir des modifications matérielles pour arrêter ça. Donc, c'est pour ça que dans de nombreux cas comme ça, quand le producteur n'est pas le consommateur, on met en place des modèles de vente totale. C'est-à-dire que sur le même site, on a un producteur et un consommateur, comme on voit sur ce diagramme-là, où l'avantage de ça, c'est que le producteur et le consommateur peuvent être des personnes physiques ou morales différentes. Donc, on sépare les deux. En revanche, on n'a pas d'autoconsommation dans ce mode-là. Donc, c'est vraiment, on est sur un produit financier. On produit, on vend sur le marché terminé, en général en obligation d'achat. Et souvent, ce qu'on retrouve sur ces schémas-là, c'est qu'on a le producteur qui va louer le foncier, donc souvent une toiture, au consommateur. Donc voilà, donc ça c'est les 2 schémas standards. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Comment on peut optimiser ces projets-là? Comment on peut à la fois autoconsommer tout en valorisant bien son énergie? Donc nous, sur ces projets-là et sur lesquels on fera le focus aujourd'hui, on met souvent en avant ces modèles-là, donc les modèles de sous-comptage virtuel, ce qu'on appelle. Donc on parle d'autoconsommation collective. Mais pourquoi sous-comptage virtuel? Parce que c'est ce que Enedis propose. C'est le service qui est proposé par Enedis. Donc on est des clients pour Enedis. Enedis va nous proposer ce service-là. Il est très intéressant. Pourquoi il est très intéressant? Parce que P1, le producteur et le consommateur peuvent être des personnes physiques qui sont différentes. Donc on n'a pas de problème par rapport à ça. Le gros avantage, c'est que l'autoconsommation, elle est pilotable. C'est-à-dire que si demain, le consommateur n'est plus là, on peut arrêter et on peut tout vendre. Et ce modèle-là, il est compatible avec EDF-OA. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a mis en place ce modèle-là qu'on n'a pas EDF-OA. On est tout à fait éligible à EDF-OA dans ce modèle-là. Donc, si le consommateur part, on peut arrêter. On peut aussi ne lui affecter qu'à certaines périodes. Donc, on le verra un peu tout à l'heure, ce qu'on appelle l'autoconsommation dynamique. Donc, c'est vraiment un modèle qui est très flexible.
ce modèle-là. Et donc, il permet de séparer les actifs. Vous voyez, la centrale de production et le consommateur sont deux actifs séparés, donc au niveau de dette bancaire, etc. C'est vraiment simple de développer ces projets-là. Le deuxième avantage de ce modèle-là, du sous-comptage, c'est que on n'est pas limité à un seul compteur. Donc, on n'est pas limité on peut autoconsommer à proximité. Quand on dit à proximité, aujourd'hui, c'est quelques kilomètres, c'est ça les distances. Mais en tout cas, on peut très bien produire sur le bâtiment 1 et consommer sur le bâtiment 2. On a le cas d'un industriel qui était intéressant. Hein, c'est un industriel qui développe souvent, il développe des commerces et souvent il construit plusieurs bâtiments où il aura typiquement son commerce sur un bâtiment et les autres bâtiments, il va les louer à d'autres commerces. Là, dans ce cas-là, c'est intéressant parce qu'en fait, on peut produire sur le bâtiment 1 et autoconsommer sur le bâtiment 2. Donc ça, c'est un point qui est intéressant sur ce modèle-là. On a la possibilité aussi de consommer, d'autoconsommer sur plusieurs compteurs à la fois. Donc c'est le deuxième gros avantage de ce modèle-là. Et on peut aussi autoconsommer depuis plusieurs centrales avec plusieurs compteurs. Donc on voit que ce modèle-là, il est vraiment flexible pour faire de l'autoconsommation. Et donc il a vraiment pas mal d'avantages. Le dernier point qu'on évoquait tout à l'heure, hein, c'est ce qu'on appelle le mode de livraison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour livrer l'électricité, donc on utilise un système, en fait, on utilise les compteurs comme si c'était des sous-compteurs. Donc imaginez, on a un compteur de production, derrière, on va mettre des compteurs de consommation, et d'un point de vue numérique, donc avec Enedis, on va définir ces compteurs-là comme étant des compteurs des sous-compteurs, hein, comme on aurait mis des sous-compteurs sur sa maison, sur son tableau électrique. Et donc on peut faire, grâce à ça, et grâce à de l'algorithmie, on peut faire plusieurs choses. On peut faire des livraisons prioritaires, c'est-à-dire qu'on peut prioriser l'autoconsommation sur un compteur par rapport à d'autres. On peut mettre en place des livraisons ce qu'on appelle égalitaires, hein, c'est-à-dire qu'on sort d'une seule centrale, mais on peut livrer de manière équitable à plusieurs compteurs en parallèle, et on peut livrer de manière dynamique selon les prix d'énergie. Donc quelque chose qu'on fait de plus en plus, nous, aujourd'hui, sur la livraison dynamique, c'est typiquement, on a des contrats où on a une grosse variabilité de prix d'électricité. Hein. On a des périodes, typiquement, ils achètent l'électricité 5 centimes, et des périodes où ils achètent 20 centimes. On a un surplus qui est valorisé à 10 centimes. Quand ils achètent l'électricité à 5 centimes, on valorise l'électricité directement en surplus sur le marché, et quand ils achètent cher, on leur livre l'électricité. Donc ça permet d'optimiser la rentabilité des projets et de gérer facilement. Au-delà de cette livraison dynamique, le point qu'il faut retenir, c'est qu'on peut ajouter ou supprimer des compteurs de manière très simple. C'est quelques semaines. Voilà, vous voulez rajouter, vous autoconsommez sur 2 compteurs, vous voulez rajouter un 3e, parce que vous avez rajouté une filiale, etc. Quelques semaines après, votre compteur, il est rajouté, vous autoconsommez cette électricité. Et dernier avantage qui est important aussi, c'est le prix. Si le producteur et le consommateur sont la même personne, on va dire qu'on parle d'autoconsommation. On livre gratuitement cette électricité-là, elle n'est pas autoconsommée. En revanche, on peut très bien vendre cette électricité-là. Et donc, de la même manière que vous allez avoir, par exemple, une SCI qui va louer à la société commerciale en dessous à un prix défini de manière cordiale entre les gens, puisque c'est les mêmes personnes. C'est juste 2 entités juridiques séparées, mais derrière la même personne physique qui se trouve derrière. Grâce à ça, vous allez pouvoir fixer un prix librement entre le producteur et le consommateur. Et donc, nous, on a pas mal de cas où, typiquement, il cale une bonne rentabilité pour le producteur, mais pas trop. Et donc, du coup, ça veut dire que la plupart de la valeur, elle est reportée sur le consommateur. Et ça, c'est vraiment un point qui est intéressant, parce qu'en fonction de la fiscalité des entreprises de production et de consommation, vous pouvez jouer sur cette affectation-là. Donc, pour vous montrer des exemples de modes de valorisation, donc là, typiquement, c'est un diagramme où on voit la production d'énergie en gris. Donc, ce que vous voyez en jaune, c'est la totalité de la production d'énergie. Donc, voilà. On l'envoie et on va la livrer à un premier compteur, un premier bâtiment. Donc là, c'est un hyper, c'est un supermarché. Et c'est lui qui va autoconsommer en priorité cette énergie. Une fois que lui, il aura autoconsommé, on va l'envoyer à un deuxième site qui sera en priorité numéro 2. Et donc, il va autoconsommer, c'est le deuxième compteur qui va autoconsommer cette électricité-là. Et là, en sortie, donc ce qu'on vous a mis en vert ici, on vous a mis des répartitions égalitaires, c'est que le surplus de ce compteur-là, on l'envoie de manière égalitaire sur 2 nouveaux compteurs. Et c'est que le surplus ultime que l'on enverra ici à EDF-OA. Donc voilà, là, c'est pour vous illustrer les modes de la capacité d'autoconsommation et d'autoconsommation avancée qu'on peut mettre en œuvre avec de la livraison, voilà, mettre des bâtiments en priorité parce que l'électricité est peut-être plus chère,
ou mettre de manière égalitaire parce que les gens ont co-investi dans une centrale, par exemple, et veulent se partager de manière équitable l'énergie. Et donc, on voit bien sur ce schéma-là, je le rappelle, qu'on peut très bien autoconsommer cette énergie, toujours en bénéficiant de l'obligation d'achat. Et ça, c'est important parce que ça permet de lever facilement de la dette bancaire pour son projet, tout en favorisant de l'autoconsommation. Donc, si on résume les modes de valorisation et surtout sur lesquels on s'est focalisé aujourd'hui. Donc, quand vous voulez valoriser de l'électricité, vous pouvez le faire de deux manières. Soit vous autoconsommez cette électricité-là, et on va parler d'économie, soit vous allez vendre. Quand vous autoconsommez, vous avez trois modes de livraison de cette électricité. Soit vous vous raccordez physiquement, on va parler d'autoconsommation individuelle, c'est ce qu'on connaît bien aujourd'hui. Soit vous utilisez le saut-comptage virtuel, hein, qui est la technologie utilisée dans l'autoconsommation collective. Et il faut savoir qu'il existe, donc ce n'est pas l'objet du webinaire aujourd'hui, mais il existe une troisième manière d'autoconsommer par l'échange de blocs d'énergie à travers ce qu'on appelle des PPA, et il existe beaucoup de PPA différents. Et donc là, c'est quand on autoconsomme, c'est-à-dire que le producteur et le consommateur sont la même personne. Et si on valorise en vendant l'électricité, il faut savoir qu'on peut vendre de trois manières, à EDF-OA ou sur le marché libre. Donc là, c'est assez simple, hein. Vous prenez la totalité ou le surplus de votre électricité qui est passé dans votre compteur et vous envoyez une facture à EDF-OA ou sur le marché libre. Point à la ligne, vous avez terminé. Mais vous pouvez aussi vendre à un tiers. Et pareil, quand vous vendez à un tiers, la question c'est comment vous lui avez livré l'électricité. Soit vous êtes raccordé physiquement sur ce site-là. Donc ça, je l'ai mis en italique. C'est un modèle qui est un peu compliqué, qui n'est pas évident à mettre en place et qui est assez bancal. Donc on ne va pas y venir en détail sur ce webinaire, mais il faut le savoir, ça existe, mais ce n'est pas évident. Mais souvent, direct à un tiers, le modèle standard, c'est le sous-comptage virtuel avec l'autoconsommation collective ou l'échange de blocs d'énergie à travers les PPA, qu'on n'a pas évoqué aujourd'hui. Il faut savoir que ça existe, ça vous donne les possibilités ici de mode de valorisation. Mais c'est quelque chose qui est plutôt réservé à des grandes centrales parce qu'il manque de flexibilité. Et donc, c'est pour ça qu'on vous a mis un dernier tableau. On vous a mis un petit récapitulatif des modes de valorisation, des avantages et des inconvénients. Donc, EDF-OA à la vente totale, un tarif garanti qui est le gros avantage, mais on n'a pas d'autoconsommation. L'autoconsommation individuelle, qui a une fiscalité aujourd'hui qui est très intéressante. Mais en revanche, il faut que le producteur et le consommateur soient la même personne. Et on est limité à un seul compteur en une livraison où on ne pilote pas l'autoconsommation. L'autoconsommation ou la vente directe via le sous-comptage virtuel, donc l'autoconsommation collective, ce que je vous disais, où on a de la flexibilité, le producteur et le consommateur peuvent être différents, on a du multi-compteur et on peut faire du dynamique. Donc ça, c'est vraiment intéressant. L'inconvénient, c'est qu'on doit payer le tarif d'utilisation du réseau public et qu'on est limité géographiquement. Et si on veut casser cette limite géographique, on va parler d'autoconsommation ou de vente directe via des PPA, où on s'affranchit de la distance géographique. Donc on va venir à un exemple, un exemple un peu concret, et avant ça, on va vous parler de nous, qu'est-ce qu'on fait sur ces projets-là. Nous, on accompagne soit des clients finaux, soit des installateurs, soit des bureaux d'études. On va les accompagner pour mettre en place ces modes de valorisation avancés, que ce soit de l'autoconsommation, de la vente locale, avec ou sans EDF-OA. Donc voilà, c'est ça notre métier. Et on intervient à la fois là, pendant les études pour dimensionner, évaluer les opérations. On intervient au moment de la création, donc on est capable de créer des opérations à la fois d'un point de vue administratif, juridique et technique, mais également pour le suivi, pour suivre les opérations, garantir les échanges entre les producteurs et les consommateurs. Et donc pour tout ça, on a des environnements logiciels qui permettent de faire à la fois le dimensionnement, qui permettent de suivre les opérations, mais qui permettent aussi de créer les opérations de manière extrêmement fluide. Donc voilà le rôle qu'on a. Et là, on va évoquer le sujet avec un exemple, un outil et un outil qu'on a. Donc, on va vous montrer notre outil de dimensionnement qu'on utilise aujourd'hui. Donc, tac. Donc voilà. Donc là, vous devriez voir notre outil de dimensionnement. Où là, on va prendre par exemple, une centrale de 100 kW. Hein, tac. On prend une centrale de 100 kW, on va aller vite, puisqu'après, on va aller sur des exemples qui sont déjà faits. On va calculer la production, on va prendre les consommateurs, et là, ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est qu'on va ajouter 1, 2, 3 consommateurs, sur lesquels on va mettre une consommation énergétique, un type de profil, et on va définir, ils peuvent être en autoconsommation individuelle, il peut être en autoconsommation collective, donc ce qu'on a sur ce compteur-là, il peut être en vente locale,
Donc voilà, dans ce cas-là, on n'autoconsomme pas, mais on vend à un tiers. Et donc très rapidement, en fait, on va être capable de faire des diagrammes de ce type-là, qui vont voir quelle part on a autoconsommé en individuel, quelle part on a autoconsommé en collectif et combien envoyé à EDF-OA, pour finir sur des scénarios et évaluer des différents scénarios. Donc on va revenir à notre présentation pour vous montrer un exemple qu'on a développé, pour ce tutoriel sur un cas d'étude d'un 100 kW tertiaire. Alors sur ce cas d'étude, projet de 100 kW sur un bâtiment de bureau, cas classique, on a un compteur de commun et on a 2 compteurs d'entreprise qui appartiennent au propriétaire foncier, qui va faire la centrale, et on a 10 autres compteurs de PME. Ces projets-là, ces bureaux, il y a souvent beaucoup de compteurs sur ces bâtiments-là, puisqu'en fait, on sépare les entités, on vend par lot. Et du coup, on va comparer 4 scénarios. Un premier scénario qui est de la vente totale. Ok, on rajoute un compteur qui a un bon tarif de DFOA, c'est ça qui est intéressant aujourd'hui, mais il n'a pas la prime à l'autoconsommation. On va comparer avec un schéma d'autoconsommation individuelle, donc sur les communs. Le problème, c'est qu'on a un surplus qui a un tarif faible, avec une autoconsommation collective où on va livrer juste aux 2 compteurs qui nous appartiennent. Et après, un dernier exemple où on va livrer non seulement aux 2 compteurs qui nous appartiennent, mais en plus, on rajoutera 2 compteurs qui appartiennent à des tiers. Donc le schéma, vous pouvez le voir, c'est le suivant. Donc la centrale, une partie ici que vous voyez qui va être autoconsommée en individuel sur les communs. On livre à la première entreprise qui est propriétaire de la centrale, puis à la deuxième entreprise qui est copropriétaire de la centrale. Et après, on envoie à 2 PME, donc des entreprises externes, avant d'envoyer le surplus ultime sur le DFOA. Et donc, si on compare les scénarios économiques, donc premier scénario, ce que vous voyez en bleu ici, c'est une vente totale. Vente totale classique, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute un compteur, on vend toute l'intégralité de la production à EDF-OA. Vous avez ici la rentabilité. Le coût de l'installation qui a été estimé et qui prend en compte notre prestation à nous et les coûts récurrents, le TURP, etc. Deuxième modèle que vous voyez en jaune, ici en orange, autoconsommation individuelle. Donc là, ce mode-là, il a un avantage, c'est que déjà, le coût de raccordement va coûter moins cher parce qu'on n'a pas de deuxième compteur. En revanche, le surplus est faiblement valorisé. Donc malgré une prime initiale qu'on peut voir sur le bas de l'écran ici, puisqu'on voit le gap, sur le long terme, on voit que c'est moins intéressant. Et nous, derrière, on a tracé 2 choses. En gris, un schéma d'autoconsommation multi-compteur où le surplus ultime, on va continuer à le vendre à EDF-OA, mais le surplus des communs, on va l'affecter à nos 2 compteurs qui nous appartiennent en plus, qui permettent d'optimiser l'autoconsommation. Donc on voit que la rentabilité est meilleure, et dans tous les coûts qu'on vous présente, ça intègre à la fois le coût de développement de centrale, les coûts de raccordement, les frais récurrents à boîte, à la fois sur la création, mais sur le suivi de l'opération. Donc là, on a intégré des coûts de suivi d'opération de notre part. Donc malgré ça, on voit que la rentabilité est très largement supérieure. Et on voit l'effet bonus, que j'appelle un peu l'effet kids cool, c'est non, si en plus d'autoconsommer, on arrive à trouver d'autres compteurs qui sont prêts à acheter de l'électricité à un tarif qu'on a mis vraiment raisonnable dans notre cas d'étude, on voit qu'on peut encore optimiser la rentabilité. Donc nous, dans ces projets-là, ce qu'on fait souvent, c'est que on va développer des projets avec la zone grise, c'est-à-dire avec les compteurs qui appartiennent aux producteurs. Comme ça, on est sûr de ça, on développe le projet, c'est parti. Et dans un deuxième temps, on va regarder s'il y a des tiers, s'il y a encore du surplus, s'il y a des tiers qui sont intéressés pour bénéficier de cette énergie. Donc là, on voit bien que, quand même, par rapport à une vente totale où on n'a pas d'autonomie, donc on n'a pas d'autosuffisance, puisqu'en fait, on vend tout sur l'électricité et avec un TRI donné. Et quand on voit les gains, on voit que à la fois le taux de rentabilité, le niveau d'autonomie atteint énergétique, et donc du coup la sécurisation long terme de ces factures-là, tout en ayant un aspect dynamique d'autoconsommation qui nous permet de l'arrêter à tout moment, on est mieux que la vente totale, on est mieux que l'autoconsommation, et tout ça avec un meilleur suivi de l'opération, puisque nous, on sera en mesure de suivre l'opération pour le client final de manière fine, avec un espace dédié qu'ils pourront utiliser. Donc voilà sur ce cas d'étude. Donc, cas d'étude, pour se rappeler, on a un coût de raccordement optimisé puisqu'on utilise le compteur existant pour faire l'autoconsommation individuelle pour les communs. Du coup, on a accès à la prime autoconsommation. On a un surplus qui est mieux valorisé
On améliore l'autonomie, la résilience énergétique par rapport à la consommation, par rapport à un modèle typiquement de vente totale. Et en plus de ça, on aurait l'opportunité de valoriser encore plus cette électricité au prix de tiers en local, qui apporte un côté social, qui apporte un côté communauté à notre opération, qui peut être encore un effet bonus sur ces projets-là. Donc, on arrive à la fin de ce webinaire. Donc, on aurait pu faire plein de cas d'études. On n'a pas beaucoup de temps. On a essayé de faire 30 minutes d'être focalisé. Donc, si jamais vous avez des cas d'études de ce type-là, qui peuvent être avec EDF-OA, mais qui peuvent être hors EDF-OA, on sera volontiers à les analyser avec vous. N'hésitez pas, si vous avez des questions, on va tâcher d'y répondre. Mais voilà, au-delà des questions-réponses qu'on peut vous amener aujourd'hui, n'hésitez pas à ce qu'on regarde les cas d'études ensemble. Donc, on va passer aux questions s'il y en a. Alors, je vais aller directement sur l'onglet questions. Donc, dans le cas d'un scénario ACC, le producteur doit payer le TURP sur l'énergie totale qui circule sur le réseau de distribution et les consommateurs paient également le TURP plus taxe. Alors, le producteur paye le même TURP qu'avant. Alors, c'est une part fixe, hein, il n'a pas de coût variable en centimes d'euros du kilowattheure. Le producteur, il a un TURP comme avant. Le TURP est légèrement plus cher quand on est en tant que producteur pour livrer, mais c'est pas impactant. Et nous, dans notre outil que je vous ai montré, on le prend en considération, ça. Hein. C'est-à-dire, dans les calculs économiques qu'on fait, on a cet écart-là. En revanche, l'endroit où, au niveau consommateur, ça a un impact, c'est que lui, le consommateur, il continue à payer le TURP. Quand on a notre autoconsommation individuelle, alors dans la réglementation actuelle, parce que ça c'est pas dit que ça bouge pas, mais aujourd'hui, on est exonéré de taxes et de frais d'acheminement, donc de TURP. En revanche, quand on livre en autoconsommation collective, donc via le sous-comptage virtuel, on continue à payer ce TURP-là. Et c'est là où je vous disais la bonne nouvelle qui est quand même qui apparaît quand on regarde les TURP. La différenciation des TURP, de plus en plus, on a des TURP qui sont très faibles en période estivale, justement pour inciter les consommateurs à acheter de l'énergie et à consommer sur certaines périodes. Lors de la CC, comment se raccorde-t-on sur le réseau public ou uniquement sur un compteur client? Eh bien, les deux. Les deux. On peut soit être raccordé directement avec... soit on a un compteur en injection de la totalité, soit on a un compteur en injection du surplus, mais ça n'empêche pas de mettre en place un modèle d'autoconsommation collective et de sous-comptage virtuel. Les deux sont faisables et on va choisir plutôt un ou plutôt l'autre en fonction du projet. Est-ce que vous déployez ce modèle en copropriété? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. C'est même un endroit qui est très intéressant. C'est le volet d'autoconsommation individuelle. Il a cette difficulté-là où le producteur et le consommateur doivent être la même personne. Donc, typiquement, dans une copro, il y a tout le monde qui doit être d'accord et ça complexifie les projets. Là, typiquement, on a un tertiaire sur une zone d'activité qui est intéressant parce que c'est le propriétaire du bâtiment qui met en place l'opération et qui la met sur les communs. Donc, il gère ça. Et après, il propose ce surplus-là à des personnes qui sont dans le bâtiment. Et donc, il n'y a pas besoin d'avoir un accord global, quoi. Chaque personne peut être OK ou pas pour accepter l'électricité. Le calcul de rentabilité sur 20 ans, intégrez-vous le coût de maintenance de la centrale plus votre prestation? Oui, alors on a mis un coût, hein, en tout cas, tout ça c'est pris en compte. Alors, on a des modèles de calcul qu'on peut évidemment on peut l'éditer hein, dans l'outil, mais on a un calcul de coût de revient de la centrale. On a un calcul de coût de maintenance. On prend en compte également dans ce calcul de business plan le coût du TURP que je vous ai dit qui peut être différent selon les cas. On prend en compte l'IFER. Voilà. À l'heure actuelle, on ne prend pas en compte l'impôt sur les sociétés parce qu'il peut être variable. Mais dans la prochaine version qui va arriver, on va avoir des business plans qui vont être encore plus avancés. Et au-delà de ça, en plus, on a un modèle de calcul qui est discuté et validé avec des organismes bancaires. Voilà. Pour le BP qui en sort. Donc voilà, parce que c'est un sujet qui est important. Concernant cette autoconsommation à distance, quelles sont les conditions, contraintes et avantages? Donc là, si on parle du sous-comptage virtuel, les conditions, c'est vraiment la distance géographique. Le 2, 10 ou 20 km selon la zone où on est.
Donc 2 km en zone urbaine, on va dire 20 km en zone, 10 ou 20 km en zone rurale, même si le 10 ou 20 km c'est soumis à dérogation, mais qui est aujourd'hui moins subjectif qu'avant. En revanche, le gros avantage pour moi, c'est vraiment le producteur qui est différent du consommateur. Ça, c'est vraiment un gros avantage parce que ça simplifie la gestion des projets. Le deuxième avantage, c'est l'autoconsommation multi-compteur et le fait de pouvoir faire de la vente autoconsommation ou vente de manière dynamique. Ça, c'est aussi un gros avantage. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de projets qui, malgré l'inconvénient du fait de payer le TURP, sont quand même plus rentables par rapport à des modèles d'autoconsommation, notamment dynamiques. Qu'est-ce qui explique la variation du prix de l'acheminement d'électricité été-hiver? Donc ça, c'est un prix qui est fixé par Enedis. Et en fait, il est lié à ce qu'on a comme objectif, quoi, hein. C'est-à-dire qu'en hiver, leur objectif, c'est de limiter la consommation. Donc c'est quand même un objectif de base. Et donc, l'acheminement est cher par rapport à ça, puisqu'en fait, les réseaux sont contraints. En été, quand vous êtes consommateur, en fait, on est plutôt dans le sens inverse. Aujourd'hui, on peut avoir des réseaux qui sont contraints en production. Donc, du coup, ils incitent les consommateurs à acheter de l'électricité pas chère. Et pour ça, pour faire ces incitations-là, ils mettent des tarifs d'acheminement qui sont faibles. Il faut savoir que dans les heures pleines, heures creuses qu'on connaît aujourd'hui, une grosse partie de l'écart, il est lié au coût d'acheminement et il n'est pas lié au coût de fourniture, quoi. En tout cas, pas que. Va-t-on recevoir la présentation? Oui, vous allez avoir même un replay accessible et où il y aura les slides. Alors, les slides sont dans le replay. Je regarderai avec ma collègue, il n'y a pas de souci pour vous les fournir de manière séparée. Donc, on va regarder. Je crois que de base, c'était pas filmé, prévu, il n'y avait que le replay, mais on a prévu ça aussi. En tout cas, on verra pour vous les envoyer en parallèle. Ok, alors je vais quand même regarder sur le chat s'il y avait d'autres questions, parce que je sais que des fois il y a des questions sur le chat. Et bonjour, tac. Donc aux propriétés, on a répondu. Eh ben non, écoutez, il n'y avait pas de questions pour le chat. Il est déjà 13h34, on avait prévu 30 minutes, c'est un peu rapide. Mais voilà, ça permet de faire la pause au moment où il fait très chaud. Donc voilà, restez au frais, c'est le moment de bosser. Il fait trop chaud pour être dehors. Donc écoutez, merci à tous d'être venus. Voilà, n'hésitez pas à nous envoyer par mail ou quoi. Sur les slides, vous verrez, il y a nos contacts. Et écoutez, à très bientôt.